Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons commencer. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est Emerging Africa, a new era of opportunity. Puisque l'audience est principalement francophone, je vais introduire le sujet en français. Mes intervenants seront anglophones, arabophones et francophones. Vous pouvez prendre place. Donc, l'Afrique est en train de connaître une transformation significative, marquée par une croissance économique rapide, une innovation technologique et un engagement croissant sur la scène mondiale. Ce phénomène, souvent désigné sous le terme Afrique émergente, présente des opportunités sans précédent pour les investisseurs, les entrepreneurs et les gouvernements. Au sujet de la croissance économique, nous allons introduire plusieurs sujets. L'Afrique est l'une des régions à la croissance la plus rapide au monde, avec des taux de croissance du PIB soutenus dans plusieurs pays. Des économies comme le Nigeria, l'Éthiopie, le Rwanda, le Maroc affichent des performances remarquables, attirant des investissements étrangers. La démographie est dynamique. Avec une population jeune et en expansion, l'Afrique dispose d'un atout majeur en termes de main-d'œuvre. Cette jeunesse est également un moteur d'innovation et d'entrepreneuriat, favorisant la création de nouvelles entreprises et de solutions adaptées aux besoins locaux. L'innovation et la technologie, l'essor des technologies numériques transforme le paysage économique africain, avec des initiatives comme le mobile banking, les startups technologiques et le e-commerce. Des pays comme le Kenya et le Nigeria sont des leaders en matière d'innovation technologique, attirant des fonds d'investissement et des partenariats internationaux. Des efforts pour renforcer l'intégration économique régionale, comme la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, favorisent le commerce intra-africain et la coopération. Cela ouvre de nouveaux marchés et stimule la croissance à travers le continent. L'Afrique se tourne également vers des modèles de développement durable, intégrant des pratiques respectueuses de l'environnement dans ses stratégies de croissance. L'accent est mis sur les énergies renouvelables, l'agriculture durable et la gestion des ressources naturelles. L'Afrique émerge avec une multitude d'opportunités qui, si elles sont bien exploitées, peuvent transformer le continent en un acteur clé de l'économie mondiale. Les investisseurs, les gouvernements et les entrepreneurs doivent s'engager à soutenir cette nouvelle ère d'opportunités en mettant l'accent sur la collaboration, l'innovation et le développement durable. Je vais laisser la parole et je vais présenter le panel dont j'ai l'honneur de modérer. So I will introduce in French, sorry. Monsieur Adam El-Hiraika, directeur Afrique subsaharienne régionale, office de l'UNECA. Son Excellence, Monsieur Arkebe Okubai, former Senior Minister and Special Advisor to the Prime Minister of Ethiopia, chaired the Greening of African Economic Development. Mr. Mossadegh Bali, Chairman, Chaîne Azalai Hotel Group, République de Mali. Dr. Alioune Sall, Executive Director, African Futures Institute, Republic of Senegal. Mr. Antonio Henrique da Silva, Chairman of the Board of Directors, Apex, Republic of Angola. And Mr. Ahmed Samir Sayed Zakaria, Senator of Egypt. I will start the first question. What policy frameworks can be established to tackle the ongoing challenges in Africa
while promoting security, innovation, and entrepreneurship during the transformative area. And I will start this first question with Mr. Adam Al-Hiraika. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you, Siham. This is a pertinent question, which we in the United Nations Economic Commission for Africa, together with partners, including African Union and African Development Bank, have been working together to analyze and help countries to address over a long period of time. So working on the factors that affect Africa's growth and how Africa can really develop a model of growth and sustainable development that can help African countries overcome the challenges they face. First of all, let me speak briefly about the determinants of Africa's growth over the last 10, 20 years. In the first 10 years of this century, we were all very hopeful that Africa can really make it. Growth rates were rising. Africa was growing at about 5% per year for the first 10 years. 2010, that was still below the 7% growth rate we articulated back in 2000 for the MDGs. We said that Africa has to grow at an average of 10% in order to achieve the Millennium Development Goals. Unfortunately, that growth rate did not materialize. But we are still hopeful, but come the global financial crisis, 2008, 2009, growth rates slowed considerably in Africa. Yes, Africa proved to have the strengths to continue to grow, even during times of global economic crisis and shocks, including the COVID-19, the ongoing climate change crisis, and the war in Ukraine, and the financial crisis. During all that time, Africa continued to grow, but growth rates slowed down considerably, averaging about 3% over the last 5 years. So this is far below Africa's potential and far below the growth rate required for Africa to achieve its development goals, especially social development goals. So why Africa's growth has been slow? Africa has not been able to accelerate growth like East Asia did. There are, of course, I'm talking about Africa's averages. There are exemptions. We have 6 countries that have been among the highest growing countries over the last 15 years. So Africa relied heavily on capital investment and also relied heavily, as you all know, on primary commodity production. And this has been subject to global shocks, fluctuations in prices, fluctuations in demand, and also Africa is integrating into the global economy at the lower level with these primary commodities. So what Africa missed is really the opportunity to develop its human capital. Yes, human capital is growing. This is one of the factors that we mention when we talk about investment. Human capital is growing, but it's not growing enough, fast enough. 2, technology has been limited in Africa. So the chair person spoke about technology and innovations that took place in countries
like Kenya and so on, but this remain very, very limited as drivers of growth in Africa as a whole. So I know the time is short, but let me summarize my proposal for Africa to overcome these challenges and promote sustainable growth and development. One, Africa, as we have been discussing for a long time, and I'm sure the panelists will elaborate on this. I know some of them are experts from governments, from private sector. The issue of planning. We should continue to plan our development. And I think we have talked a lot about the need to plan our development. We need to plan our development and put in place strategies and policies that will help us to overcome 5 major constraints. One, the productivity constraint. We need to enhance productivity in Africa through innovations, technology, through education, and so on and so forth. This is a must. We cannot promote accelerated, sustainable, and inclusive growth without growing our productivity, increasing productivity. 2, this urbanization challenge. African countries are urbanizing very fast, but cities are growing at the expense of rural areas, while production is mainly still in rural areas. So when people are forced to move from rural areas to urban areas, production sectors are negatively affected. And we have seen this in a number of countries. One of them is my own country, Sudan, where we saw huge movement of people from rural areas where agriculture is, where production is, to urban areas. They become urban poor. And eventually, we had a situation that was unmanageable, and the country is in civil war now. So urbanization should be managed and should not disrupt stability and production in rural areas. So we need to be mindful about that. 3, the ecology and the environment has to be at the center of our development plans. Now, we cannot develop our plans and achieve sustainable growth and transformation and inclusion without having the ecology and the environment at the heart of our development plans. And I'm sure you will hear more about this from the panelists here. We produced a report by United Nations Economic Commission for Africa this year on how to promote just and sustainable development in Africa. The report is available on our website. I'm sure I'm not having the time to talk more about it, but it provides a number of recommendations and a policy framework that African countries can make use of, and I'm sure a number of countries are doing that. But so far, as of now, the countries and the experiences we have analyzed in that report point out that there is no holistic approach to green growth promotion in Africa. We covered 5 country case studies, Morocco and Senegal and Ghana, and most of them, we found that the green growth experiences are limited to certain sectors, especially renewable energies sectors. The fourth, I think, constraint and challenge that needs to be addressed is the dependency trap, what we call the dependency trap. African countries are too dependent on primary commodities exports, and they need to diversify away through industrialization, through value addition, through regional value chains.
domestic and regional value chains. There are a lot of opportunities. One of the opportunities we are working on here with Morocco, Zambia, and Democratic Republic of Congo is how to really bring these countries together to work on electric cars, because we have all the raw materials needed, produced in DRC, produced in Zambia, and we have the know-how in countries like Morocco. So bring these countries together and let them do business together. A lot of work needs to be done for that to happen, but it should happen so that Africa can become the main producer of electric cars. The fifth challenge is the challenge of inequality. Do we really bring all Africans together to benefit from the growth we are promoting? I think inequality is too high in Africa, and injustice can really be disruptive. So we have seen a lot of conflicts across Africa erupting because of inequalities. So we need really to also have a development model that addresses the problem of inequality, and I'm sure also my colleagues here in this panel will talk more about this. So finally, just to flag the need really for this comprehensive development planning framework to take account of opportunities for green growth, and also to integrate national and global development development frameworks. So in the Economic Commission for Africa, we developed a framework to help countries do that by integrating national development plans with SDGs, Agenda 2030, and African Union Agenda 2063. And also we work with a number of UN agencies to make sure that also this development planning framework is able to integrate plans with budgets. And also we can talk more about this. Thank you, Madam Chair. Thank you so much, Mr. El-Hiraika. Mr. Akabe Akubai, it will be very interesting to share with us your experience and your perspective about the same question. Thank you. Thank you very much, Madam Moderator. The first point we need to highlight is how has been Africa performing so far. And here, when we look, we don't only need to see 5 or 10 years. We have to see 50 years, for instance, since 1970. According to our extended research, the fact shows that African growth has not been a disaster. In the last 50 years, the average growth rate of Africa was 3.5%. And the global average rate of growth was only 3.1%. Actually, the one that is higher than Africa's is Asia, which has been growing about 4.9%. So it's good to establish this fact because we have to look at the brighter side, at the optimistic side. The challenge with African growth has been growth was not extended for a longer period, and the rate of growth we need is not 3%. It's not even 5%. For Africa to catch up, the average growth rate has to be over 8% or 9% for about 40 years. If we have to perform like China or South Korea or the fast-growing economies. The other dimension we need to look at is whether the growth is generating structural transformation. Is the economy diversified from commodity-based economy? And what we have learned in our research is it's even the resource-poor countries that have grown faster than the petroleum-rich or resource-rich countries. Examples are Rwanda, Ethiopia. Ethiopia's economy has been growing for 15 years, 10.5% according to World Bank. And before that, 5.5% for 10 years,
which is on average twice Africa's average growth rate. This shows it's possible to record higher growth. So we need to establish this dimension. The second point I would like to highlight is what is the most important driver of the growth of Africa, emerging Africa, in the coming decades. And I want to highlight Africa is the demographic powerhouse of the future. This is absolutely important. Urbanization should not be seen as a threat, as a weakness, as a problem. It's a major driver. Let's look at the factors. By 2050, an additional 1 billion people will be living in urban cities, which offers agglomeration economies, which provides market opportunities. So we will have, by 2050, 1.6 billion people living in cities, and about 800 million people will be joining the workforce. This is the source of productive capacity. And according to research, for instance, conducted by UNCTAD, it shows that according to the Productive Capacity Index, the global average has been about 45%, while Africa's has been about 28%. So we need to focus on how to tap this opportunity coming from a demographic pattern or trend. Demography, like technology, is a key driver of economic growth in the long term. Then the third point I want to highlight is we know a lot about debt stress. We also know the difficulties in fiscal, stresses. But we have also to recognize the global financial architecture is a twisted one. It's against developing countries, it's against Africa. The Bretton Woods organizations serve their shareholders rather than the continent. So here, a very important note we need to highlight is for us to ensure economic transformation, accelerate industrialization, we need to focus on creating the environment, the condition for attracting and promoting foreign investment and local investment. On the foreign investment, a key element we need to focus is, are we attracting productive investment, primarily in manufacturing? A second point is, are we creating the industrial ecosystem so that domestic capability can develop? We also need to consider whether we are creating domestic capability, we are creating jobs. And my strong advice for African governments would be to look at what Morocco has done in attracting FDI, in attracting investment, in creating an automotive industry, which is vibrant, which is dynamic. And this could really be a strong stimulant for the growth. I just want to highlight these 3 points. Thank you. Thank you, Mr. Akobai. Docteur Alioune Sall, je viens vers vous pour vous poser la même question, mais avec un pan un peu plus spécifique, à savoir, vu la jeunesse africaine, comment voyez-vous, en plus de la politique publique d'attractivité des différents investissements, l'implication et l'incitation à l'implication de la jeunesse africaine dans ce processus de développement? Bien, écoutez, la première chose que je dois dire, c'est que je suis particulièrement heureux de participer à ce panel parce que les questions qui sont posées sont des questions, j'allais dire, existentielles. Et la seconde raison pour laquelle je suis heureux d'être ici, c'est que j'ai parmi les panélistes des personnalités du monde des affaires, du monde académique, dont les points de vue sur le sujet sont, je trouve, intéressants. Dont les points de vue sont intéressants. Alors, je commencerai par dire que il est difficile de parler de l'Afrique comme s'il s'agissait d'une entité homogène.
il y a une hétérogénéité africaine qu'il ne faut jamais perdre de vue lorsque l'on parle d'Afrique. Et les moyennes ne signifient pas grand-chose, même si les statisticiens y ont recours. La deuxième chose, c'est qu'il faut se garder de l'illusion que nous vivons dans des temps tout à fait nouveaux et tout à fait exceptionnels. Il y a eu des périodes où l'on a cru que le continent était entré, et pour de bon, sur une voie du développement, et sur une voie du développement soutenu. Pour ceux qui se souviennent des années, c'était le cas dans la première et la deuxième décennie du développement. Les années 60 à 80 ont été des années de très forte croissance, et l'on a parlé du miracle à propos de certains pays, pour découvrir par la suite qu'en lieu et place du miracle, on avait assisté à des mirages. Avant Covid, un certain nombre de pays africains connaissaient aussi une très forte croissance. Et on sait que 10 des pays qui connaissaient la plus forte croissance au monde se trouvaient être des pays africains. Mais ce que l'on ne dit pas assez souvent, c'est que ces 10 pays étaient aussi ceux où l'on connaissait les plus grandes inégalités. Et ces inégalités ont fragilisé le tissu social et rendu ces pays, au fond, vulnérables à des chocs extérieurs. Je crois qu'il faut garder cela en tête lorsque l'on parle, lorsqu'on discute d'un sujet comme le nôtre. L'Afrique émergente ne doit pas faire oublier l'Afrique des guerres et l'Afrique des dysfonctionnements. Quant au temps nouveau, il ne doit pas nous faire oublier qu'il y a eu des périodes dans le passé où l'illusion a prévalu selon laquelle on était sur une rampe de lancement. Une fois qu'on a dit cela, et pour en venir à la question précise qui est posée, à savoir les défis persistants de l'Afrique et comment les relever, je dirais qu'en ce qui concerne les défis, ils sont connus. Il se trouve, on peut les ramener à 4 registres. Vous avez un défi qui tient à la démographie africaine. L'Afrique, à la différence des autres continents, connaît aujourd'hui un boom démographique dont on peut penser qu'il est porteur d'espoir dans la mesure où il y a une demande plus importante, mais le bonus démographique né de la croissance démographique ne s'est pas traduit en un dividende démographique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification de la structure de production, de la structure de nos économies en raison du boom démographique. Et à cela, il y a une raison précise, c'est qu'il n'y a pas de politique publique de valorisation des ressources humaines. Tant et si bien que la jeunesse, qui aurait dû être un espoir, est, dans bien des endroits, une bombe à retardement. On a donc un véritable défi à ce niveau-là. D'autant plus que plus l'âge médian d'une population est jeune, plus est grande la propension à recourir à la violence comme mode de résolution des conflits. Il y a une corrélation très forte entre l'âge médian et le recours à la violence comme moyen de résolution des conflits. On a donc là un véritable problème. L'autre problème que l'on a se trouve au niveau de l'économie. On parle de favoriser l'intégration des économies africaines dans l'économie mondiale. Mais en réalité, quand on y pense bien, il n'y a pas de continent plus intégré à l'économie mondiale que l'Afrique. L'Afrique, c'est 80% de sa production est mise sur le marché mondial. L'Asie, c'est beaucoup moins qui est mis sur le marché mondial. L'Europe, c'est beaucoup moins. L'Europe, c'est seulement 35% de sa population qui est mise sur le marché mondial. Le reste est consommé dans les frontières européennes. L'Amérique latine, c'est beaucoup moins que les 80%. Donc, la question n'est pas pour l'Afrique d'être présente sur le marché mondial, elle est présente et plus présente que les autres continents. Le problème vient de ce que l'Afrique est intégrée dans le marché mondial, mais dans une position périphérique. Et du fait de sa position périphérique,
elle n'a pas de capacité à influencer les règles du marché mondial ni les contours de ce marché mondial. Donc ce qu'il faut, c'est que ce n'est pas une insertion, c'est une autre modalité d'insertion dans l'économie mondiale de façon à ce qu'elle ne soit pas dans une position périphérique. Le troisième défi, il est d'ordre, je dirais presque sociétal. Nous avons en Afrique des sociétés dans lesquelles l'économie est régie par la société, alors qu'ailleurs dans le monde, c'est plutôt l'économie qui imprime sa marque à la société. Les identités naissent de la part que l'on occupe dans l'économie, et non l'inverse. Et vous avez donc des rationalités qui sont différentes. Alors que l'économie mondiale est régie par l'accumulation de biens et l'accumulation prolongée de biens, l'Afrique investit dans les liens sociaux plus que dans les biens économiques. Vous avez donc deux rationalités qui sont différentes et cela pose un problème. Et le quatrième problème, c'est quand même, appelons les choses par leur nom, la gouvernance mondiale. Nous sommes dans un monde qui est régi par des rapports de force qui ont été établis au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Mais au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria, aucun pays africain n'était indépendant. Et donc n'avait son mot à dire dans la façon dont le monde allait être géré. Aujourd'hui, bien des décennies après, cet ordre mondial n'a pas été modifié pour tenir compte de l'avènement de l'Afrique sur la scène mondiale. La géopolitique est restée ce qu'elle est, dominée par des rapports de force qui ont été établis en 1945. Et c'est ainsi que l'Afrique a beau peser 10% de la population mondiale, elle n'est pas représentée au Conseil de sécurité des Nations Unies, où pourtant le sort du monde se décide bien souvent, y compris lorsqu'il s'agit d'intervenir en Afrique. Il y a donc là, effectivement, un véritable problème qu'on ne peut pas occulter parce que les rapports de force dans le champ économique ne sont pas dissociables de ce qu'ils devraient être, de ce qui sont dans l'ordre du politique ou du géopolitique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Face à cette situation, plusieurs modèles sont proposés qui aujourd'hui sont en compétition. Pendant des années, nous avons eu un modèle fondé sur une hyper-libéralisation des marchés et une ouverture des économies africaines. Mais il faut bien dire qu'après 2 décennies de programmes d'ajustement structurel, aucun pays africain n'a vu ses structures économiques modifiées. C'est donc un échec patent qu'il y a, parce que l'ajustement structurel ne s'est pas traduit par une modification des structures des économies africaines. Aucun. Il y a donc véritablement là un problème. Face à ce, par contre, ce que l'ajustement a créé comme problème, c'est une paupérisation des classes moyennes et un accroissement des inégalités dans la plupart des pays. Et il y a donc un véritable problème. Ce modèle n'a pas marché. Parce qu'il ne marchait pas, un certain nombre d'institutions ont imaginé des modèles alternatifs. Et parmi ces institutions, je citerai la CEA, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui, dès 1990, a imaginé un cadre alternatif en réponse au programme d'ajustement structurel. Son acronyme en français, c'était CARPAS, et en anglais, c'était AFSAP, African Alternative Framework to Structural Adjustment Programs. Ce cadre alternatif a inspiré un certain nombre de cadres de réflexion, notamment ce que l'on a appelé le consensus de New York, en réponse au consensus de Washington, qui était celui des institutions de Bretton Woods. Et ce consensus de New York a compté parmi ses initiateurs le Programme des Nations Unies pour le développement, mais aussi l'UNICEF, mais également
le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. Aujourd'hui, on nous propose le consensus de Pékin. L'expression a été inventée en 2004 par un Américain. Et ce consensus de Pékin se veut aux antipodes, évidemment, du consensus de Washington et réintroduit dans le jeu l'État. Et à la différence du consensus de Washington, dont le mot d'ordre était moins d'État et mieux d'État, le consensus de Pékin fait appel à nouveau à l'État. Mais il est très faible en ce qui concerne la gouvernance, notamment le respect des droits de l'homme. Il a donc cette espèce de faiblesse congénitale qui tient aux droits de l'homme. Peut-être l'Afrique a inventé son propre modèle. Comment l'appellera-t-on? Je n'en sais rien. Mais à tout le moins, il devra concilier deux exigences. D'une part, une exigence de croissance économique forte et soutenue, ne serait-ce qu'en raison de la croissance démographique qui restera forte dans les décennies à venir selon toutes les projections. Mais ce modèle, en même temps qu'il doit générer de la croissance, doit enrayer les mécanismes qui créent les inégalités. Parce qu'une croissance forte, mais qui renforce les inégalités, n'est pas durable dans le long terme. Il faut donc arriver à faire tenir deux exigences apparemment contradictoires à première vue. Ce n'est pas hors de notre portée. Je crois que le temps m'est compté, donc je n'irai pas plus loin, mais il me semble qu'il y a là une exigence importante pour l'avenir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sall, pour ce tour d'horizon intra-africain et international. Je vais passer la parole à Monsieur Mossadegh Bali. Ma question est orientée en tant qu'investisseur. Et le pragmatisme de l'investissement, justement, des pays dans lesquels vous investissez et que vous envisagez de faire à l'avenir. Qu'est-ce qui oriente le choix des pays dans lesquels vous investissez et qu'est-ce qui serait à améliorer? Merci Madame, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de me retrouver à Tangier chaque année pour échanger et rencontrer des personnes. Et je remercie l'Institut Amadeus et Ibrahim pour l'excellente organisation chaque année de ce forum. Alors, j'aimerais d'abord commencer par dire que le fait même de se retrouver dans ce panel et parler d'un changement de paradigme et des opportunités économiques en Afrique, pour moi, est une avancée très positive parce que pendant des décennies, on a décrit notre continent comme le continent perdu, le continent de la misère, des coups d'État, des rébellions et tout cela. Il y en a toujours, mais il y en a beaucoup moins. Et aujourd'hui, dans les quatre coins du monde, on regarde le continent africain avec un autre œil. Et nous nous en réjouissons. Maintenant, il est vrai que comme en rugby, lorsqu'on marque un essai, il faut le transformer. Comment est-ce qu'on pourra transformer ce regain d'intérêt d'abord des Africains eux-mêmes qui investissent de plus en plus sur leur continent, et je suis un de ces investisseurs, de la diaspora qui rentre de plus en plus pour investir, et puis bien sûr de ce qu'on appelle le FDI, le Foreign Direct Investment, qui est de plus en plus important sur notre continent. Donc ça, c'est le postulat. Clairement, c'est le last frontier. L'Afrique est le last frontier du développement et les opportunités sont là. En tant qu'investisseur, bien sûr, il y a des défis. Les défis des bonnes politiques publiques, les défis de la bonne gouvernance. Peut-être c'est
la denrée qui est la plus rare hein, sur notre continent pour l'instant, la bonne gouvernance publique. Je ne rentrerai pas dans les débats que le professeur Sall a voulu introduire entre les différentes pensées, mais je pense qu'il doit devenir ce que je pense de l'école de Pékin, en tant qu'investisseur, en tant que libéral et en tant que chef d'entreprise. Ensuite, il y a le défi de l'émiettement de l'Afrique. Nous ne sommes pas un continent, malheureusement, il l'a dit, le professeur Sall, nous sommes 54 pays, et ça, c'est quand même un gros handicap. Il y a le défi de transformer et de faire en sorte que ce qu'ont dit mes prédécesseurs, ce dividende démographique ne se transforme pas en bombe démographique. Et malheureusement, c'est parfois le cas dans certaines régions du continent, notamment le Sahel, d'où je viens. Et pour cela, il faut investir effectivement massivement dans la formation de tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail pour qu'ils puissent trouver du travail. Il y a le défi du manque d'infrastructures économiques, et je vois en face de moi un banquier de développement, dont c'est le rôle justement de faire en sorte que l'Afrique rattrape son retard considérable en infrastructures économiques, routes, aéroports, aérogares, tout cela. La BAD dit qu'il faut investir chaque année environ 150 milliards de dollars dans les infrastructures économiques, parce que le développement commence par les infrastructures, et on n'investit qu'environ 30 milliards. Et cela est dû au fait que les besoins d'investissement sont dans le sud, de façon générale, ce qu'on appelle le Global South, mais les ressources sont au nord. Et pour que les ressources descendent du nord vers le sud, c'est à pas de tortue. Et donc, on n'arrive pas à mobiliser suffisamment de financement pour rattraper notre grand retard en infrastructures économiques. Et d'ailleurs, la première de ces infrastructures dont on a besoin en tant qu'investisseur ou en tant que citoyen tout court, c'est l'énergie. Nous sommes tous d'accord que pour développer l'Afrique, il faut l'industrialiser, il faut sortir du modèle économique colonial qui faisait de nos pays des producteurs de matières premières qui étaient extraites, envoyées au nord, transformées, qui revenaient en produits fini. Il se peut d'ailleurs que le boubou que je porte est fait avec du coton malien, parce qu'on est un grand producteur de coton, mais on ne le transforme pas. Pour sortir de ce modèle colonial, il faut de l'énergie, parce que c'est avec l'énergie qu'on industrialise, et l'Afrique en manque. 90% des 800 millions d'êtres humains qui n'ont pas d'énergie vivent sur le continent. Donc, il faut beaucoup d'investissements. Il faut que la ZLECAf réussisse et qu'on ait un continent, un marché unique, comme les Européens l'ont fait avec les 27 pays, comme l'ALENA en Amérique du Nord, comme le Mercosur en Amérique du Sud. Il faut que la ZLECAf soit une réussite. J'ai discuté une fois avec un investisseur togolais qui me disait qu'il lui était plus facile d'exporter ses produits sur l'Europe ou l'Asie que de le vendre à côté au Ghana. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on règle, et la ZLECAf, pour moi, est un outil fantastique. En tant qu'investisseur aussi, bien sûr, nous avons besoin d'États forts, d'États visionnaires, d'États qui font faire, mais qui ne font pas. Nous savons que l'État, son rôle, c'est de réguler. L'État opérateur économique, l'État transformateur, l'État fabricant, ça ne marche pas. Ça n'a marché nulle part. Même la Chine, jusqu'en 1978, était un des pays les plus pauvres de la planète. Il a fallu que Deng Xiaoping vienne au pouvoir et dise « Nous allons garder le monopole de la politique au Parti communiste chinois, mais nous allons ouvrir l'économie. » Et c'est à partir de là qu'on a commencé à voir le formidable boom économique chinois. L'État opérateur économique, ça ne marche nulle part. Et donc nous, en tant qu'investisseurs, nous avons besoin d'avoir en face de nous, avec de nous,
avec nous des États visionnaires, stratèges, qui régulent et qui font en sorte qu'il y ait la justice, qui font en sorte que les jeunes soient bien formés, et non des États qui se mettent à construire des routes et des écoles, parce que tout cela, aujourd'hui, notamment avec le mode de financement PPP, les privés peuvent le faire. Et pour finir, en tant qu'investisseur, Madame la modératrice, on a besoin de sécurité, on a besoin de stabilité, on a besoin de tranquillité, parce que quand on investit, ce n'est pas pour 10 jours, ce n'est pas pour 10 mois, c'est pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mes prédécesseurs ont beaucoup insisté sur le Maroc, parce qu'au Maroc, il y a la stabilité pour des milliers et des milliers d'années. Donc, on peut venir investir l'esprit tranquille, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de changement chaque 5 ans ou chaque 10 ans, avec des nouveaux gouvernants qui viennent tout remettre en cause. Et nous avons besoin de ça aussi dans nos pays. Donc, nous avons besoin de sécurité, de stabilité pour investir. Donc, clairement, aujourd'hui, le postulat, il est là. L'Afrique is open for business. On peut investir, on peut avoir une bonne rentabilité. Ça fait 40 ans que j'investis. Et chaque fois, on me demande pourquoi je n'amène pas mes hôtels en Europe, en Asie. Je dis non, parce que le marché est tellement vaste en Afrique que je n'ai pas le temps d'aller faire des hôtels en Europe ou en Asie. Et la rentabilité sur le continent africain est beaucoup plus élevée que sur les autres continents. Mais pour cela, il nous faut des États visionnaires, il nous faut la tranquillité et la stabilité, il nous faut des ressources humaines qualifiées, il nous faut beaucoup d'infrastructures économiques, il nous faut du financement. Avec cela, je pense qu'effectivement, on peut escompter un dividende démographique au lieu d'avoir une bombe démographique. Merci. Merci, Monsieur Bali. Vous êtes un exemple et effectivement, en termes d'investissement, le fait de voir un Africain investir en Afrique, ça donne envie de voir ce qui s'y passe et pourquoi pas investir. My next question is for Mr. Antonio Henrique da Silva. What initiatives can be designed to maximize the inclusion of rural and marginalized populations in Africa's economic path? Well, thank you very much for your question. I believe that my predecessors have helped me out to dive into what will be my answer to your pertinent question, because we went across the needs to countries to have development plans. Was said that it's important to look at the diversifications of the economies out of what is being the case, typically focused on extractive industries. We also saw the importance of the youth impact in almost all the countries in the continent, and how our youth needs to be taken care of and give them a sense of what can be done in the future, in what role they can play all together in bringing development into Africa. And also we also discuss about the role of geopolitics and the place that Africa should deserve within this new world that we want to build, and how we could dictate our place instead of being taken that decision away from us. And we also saw that it's important to change the development model, which has been almost inherited from the colonial period. But altogether, it's also important to mention that we need to take into account another important aspect, which is the sense of the size of the continent. So we are a continent of more than 30 million square kilometers, and some factors like the demographic density and the distances are very important when considering the inclusion that we want to achieve. Just for the sake of context, it should be known, let's say that in terms of human density, we're talking population, we're talking that Africa has 45
people per square kilometers, while Europe has 72 people for square kilometers. When we consider also the urbanization trends, we're talking about 43% of Africans are living in urban areas, and that means that most people are moving away from rural areas into town. We just looking at an example, concrete example of Nigeria, where we have 226 people per square kilometers, and the disparity compared to another country, which is Namibia, where we have 3 people per square kilometer. That's a huge difference. And when I spoke about the distances between cities, when you look at Lagos and you look at Nairobi in Kenya, so it's a distance of 5,000 kilometers. When that same analogy is compared to Europe, we're talking between Cairo and Cape Town, 9,300 kilometers. When compared to Europe, Berlin to Paris is 1,000 kilometers. Altogether, these aspects do play an important role in the challenges that we face to mobilize finance, to bring people together, to shorten those distances. Well, through technology, and this is where I think there is an important space for us to leapfrog through technology, through digitalization, it's possible to reduce that gap. And of course, we were going to speak about the challenges that we have from an educational perspective. And again, as you see, we now have AI. AI shortens the gap to have access to knowledge, but it doesn't mean that it replaces knowledge, but it makes easier and more intuitive to people to have access to platforms, to have access to solutions that will make their lives easier. Of course, it's important also to have in place digital, let's say, infrastructure, easy access to internet. We know that there are initiatives in regards to internet cables, sea cables around the continent. There's also satellite opportunities in terms of links, but of course it's also important to look at the financial sector, how we can put together microfinance solutions and make them accessible to rural areas and to communities. The other important thing is also the development of infrastructure. It was mentioned that electrification is very key, and the cost of electricity in the continent, because of the abundance in some places of hydro sources, clean sources of energy, will make easier to deploy in countries, let's say that where I'm coming from Angola, where we have huge potential in that sector, to deploy across countries that are neighboring, like DRC or Zambia, where they have very big resources in mining, and through the transformation of those resources in the country, adding values, that will also be an enabler to create cycles of development, shared development, and opportunities away from the extractive sectors. And also, it's also important here that we should mention that we have a chance to integrate cultural and creative economies. And in that space, we have seen the boom of music and entertainment-related developments in countries like Nigeria, even in Morocco, in the northern part of the continent. But we should think into integrating this in one space. Why not thinking about something similar to Netflix, but that it's orientated to the Africans as a potential market? We're talking about a majority of population that is young, but they are also sleeping consumers, which can be tapped in models that are adjusted to our reality instead of imposing the ones that exist in other countries. It's important to look at this particular aspect because we are mostly based on a prepaid kind of economies where credit is a challenge. So looking at the informal market as an untapped
space where 60 or 70% in some cases of our economies are informal, and bringing in that and serve that potential funding to serve as a collateral to the exploration of natural resources that can then be placed on international stock markets and monetized and bring back those funds to invest in our economies will be also a way to go around the challenges of the cost of finance. Overall saying, I believe that the integrated way that we are looking into Africa's potential and the collaboration between states and the private sector will soon bring forward solutions and results which will take us from the trend of depending economies on singular resources to one where diversification and the full advantages of the potential of the countries is achieved. Thank you. Thank you, Mr. Antonio Enrique da Silva. Now I will ask Mr. Ahmed Samir Sayed Zakaria, as Senator of Egypt, policymaker. How can foreign investment be effectively leveraged to stimulate local economy development while ensuring that both investors and African communities benefit? Thank you, Siham. I'll talk by Arabic. First, في الأول أنا شاكر جدا لوجودي في المغرب ودولة شقيقة، والإجابة على الاستثمارات في أفريقيا. نتحدث عن قارة تمثل خمس سكان العالم، نتحدث عن قارة بها 1,500,000 نسمة، غالبيتهم من الشباب، وهنا تكمن الرؤية للاستثمار فيما يتعلق بتوجيه الاستثمار الأجنبي للقارة الأفريقية بشكل يتناسب مع طموحات هذه القارة بشكل كبير. توجيه الاستثمارات فيما يتعلق بمشروعات تتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية وإدخال التكنولوجيا للقارة الأفريقية موضوع هام للغاية في هذا الشأن. الاستثمارات بشكل عام لديها لغة، هي لغة تتعلق بكيفية إعطاء عائد للاستثمار بشكل جيد وكيفية تتناسب مع القارة الأفريقية في عدد السكان، في الرؤية لتطوير القارة الأفريقية، إدخال تكنولوجيات تتعلق بمشاكل القارة الأفريقية كمشاكل المياه ومشاكل التصحر ومشاكل أيضا عدم وجود التكنولوجيا الحديثة في القارة الأفريقية، كلها تحتاج إلى استثمارات بشكل قوي. أيضا الرؤية فيما يتعلق بوضع ترتيب لأولويات وتكامل القارة الأفريقية وبلدانها مع بعضها البعض. هناك بعض البلدان التي بدأت بالفعل التجربة المغربية في صناعة السيارات الكهربائية تجربة رائدة للقارة الأفريقية بشكل كبير. بعض التجارب الأخرى التكنولوجية في الدولة المصرية كانت أيضا رائدة. كيفية التكامل بين الدول الأفريقية في نطاق جعل الاستثمارات الأجنبية الموجهة، النهارده بنتحدث عن ما يقرب من 55 مليار دولار تدخل في استثمارات سنوية في القارة الأفريقية. أعتقد أننا نحتاج إلى توجيه هذه الاستثمارات بشكل أكثر قوة. أيضا نحتاج إلى تشريعات اقتصادية في البلدان التي تفتقر لهذه التشريعات المشجعة للاستثمار. بعض البلدان لديها بيروقراطية ولديها بعض المشكلات الخاصة بعدم كونها قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية. أعتقد أننا نحتاج إلى تغيير هذه التشريعات بشكل أكثر قوة. أيضا نحتاج إلى رؤية من الاستثمار الأجنبي فيما يتعلق بالمجالات الحديثة، الشركات الكبيرة التكنولوجية ودخولها في القارة الأفريقية والاستفادة من وجود عدد ضخم من الشباب في هذه القارة قادرة على التعلم فيما يتعلق باللغات الحديثة، البرمجة، الذكاء الاصطناعي. أيضا الرؤية إلى أن تكون القارة الأفريقية وشباب القارة الأفريقية قادرين على وضع تصور لنمو القارة في هذه المرحلة. كل هذه النقاط أعتقد أنها هامة جدا للمستثمر الأجنبي الذي يبحث عن استقرار في القارة، وهو ما ننشده في استقرار سياسي واستقرار اقتصادي، لأنه يبحث عن هذه الرؤية. يبحث أيضا عن تطلعات في موضوعات تتعلق بالاستفادة من الثروة التي قد نكون في بعض بلداننا
نعيب على عدد سكاننا الضخم أنه يمثل عائق للاستثمار، لكنها ثروة حقيقية للمجتمع في الاستثمار بشكل أكثر قوة. أعتقد أن الاستثمارات أيضا في البنية التحتية فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحي والكهرباء في العصر الحديث تحتاج إلى رؤية أكثر قوة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة واستخدام الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر. كل هذه مجالات استثمارية يبحث عنها الاستثمار الأجنبي، وأعتقد أن القارة الأفريقية بشكل كبير تحتاجها وتحتاج إلى رؤية أكثر وضوحا. ما نحتاجه تحديدا هو وضع استراتيجية مستقبلية للاستثمارات في القارة الأفريقية. نفتقد في بعض البلدان الأفريقية إلى استراتيجية طويلة أو متوسطة المدى تبين وتوضح رؤيتنا للاستثمار، توضح العائد على الاستثمار، تعطي استقرار. التشريعات تختلف في بلاد كثيرة وتتغير كثيرا، وهو ما يؤثر على دراسات الجدوى الخاصة بالمستثمرين. نحتاج إلى استقرار تشريعي في العديد من البلدان، نحتاج إلى وضع نقاط لقوة كل بلد تختلف عن الأخرى في معدلات القوة ونقاط القوة أو الضعف فيها. كل هذه المحاور أعتقد أنها هامة جدا في رؤية الاستثمار الأجنبي وكيفية استفادة القارة الأفريقية من الاستثمار الأجنبي في المرحلة المقبلة. شكرا. شكرا سيد أحمد سمير. I will ask another question to His Excellency Mr. Arkebe Okabi, because you talked just 6 minutes. What specific environmental challenges does Africa face during this new era of expansion, and what innovative solutions can be implemented to promote sustainable development? Thank you very much, Madam Moderator. The issue of sustainability, up to now, the debate has been primarily dominated about just energy transition, whether the wealthy country are coming up with a fair solution. This is an absolutely important issue, and we need to work and show. And as we have seen in Baku, COP29, the wealthy countries again rejected the proposal to provide the fund for supporting the most vulnerable economies or developing economies. But I also want you to think in a different way. The issue of climate inequality is absolutely true, and we can prove it through data. The average per capita greenhouse emission of the US is 16 tons. And the average African greenhouse emission is just below 1 ton. And if we look at post-industrial revolution, since 17th century, the cumulative carbon emission per capita of Africa is below half ton. So there is no fairness in this area. We also know that the 10% wealthiest segment of the society, primarily advanced economies, they generate half of the greenhouse emission. But the point now is, do we have to just look at this subject, or we have to look at the broader transformation? I would like to argue we have to look at the broader transformation. And the point is, first, in terms of fairness, any African country that has oil, that has natural gas, should be free to develop. And petrochemical hubs should be developed as the famous Dangote's industrial project is being implemented. So there is no moral ground to stop to advise African countries not to make investment in their resources. But if you look at the broader transformation, a major shift is happening. For the first time, the cost of thermal power generated from coal is now more expensive than
power generated by solar PV. So the cost of coal is now becoming more expensive than renewables energy. This has strong implication. For the first time in 2023, the level of carbon emission has decreased compared with 2022, even though economic growth was higher. And this was because of the investment in renewable energy. So for Africans, we have an option. Do we use this, do we grab this opportunity to ensure that every industrialization, every economic growth we generate, to make it cleaner, to make it sustainable? Because tomorrow is changing. It's a dead end using the conventional way. And the answer should be absolutely true. And absolutely, we have to start focusing on this new path. However, the continent's economy, as earlier indicated by panelists, is a diverse economy, not only in economic structure, but also in terms of carbon intensiveness economy. 85% of South African economy depends on primarily coal. And we know that petroleum is the major economy in Angola and Nigeria. So the economy is quite different, and every country should follow different paths of carbon neutrality. But if you have to look at the future and the current status, Africa is the most vulnerable of climate change. We are not contributing anything to climate change, but we are the most vulnerable. Our agriculture is being lost. So for us to work for sustainable solution is important. What does this require? The green transformation in Africa must have two major components: accelerating economic transformation, including industrialization, and secondly, also building carbon neutral economy. These two strategies are inseparable, and we have to look at sustainability as an important opportunity. And here there are interesting examples in our continent. For instance, in Ethiopia, 100% of energy generated is renewable energy, 89% hydropower, and 11% wind energy. Morocco is the best model example in greening. And I'm happy to mention the IRSN Director General is here, which is championing the green transition in Morocco. What is Morocco trying to do? Building research institutions, building Mohammed VI Polytechnic University, investing in research, expanding in renewables energy. After all, Morocco, like Ethiopia, is the importer of oil and gas, and ensuring that the industrial chain is being developed. Definitely, Morocco is now at the cutting edge from the continent perspective. So it means that with the right development strategy, with the right policy, with the political commitment to build carbon neutrality, you can accelerate economic growth, and you can also build a cleaner energy. Whatever we invest in industrialization should be able to last forever. What China followed was they had rapid growth, and then they had to clean the environment. We have the opportunity to grab both elements. Finally, I want to highlight one important element related with technology. Technology, we are usually told robots are being developed, AI is being developed. Every time there is new fashionable fad about technologies. But we have now to think calmly, how can we benefit and how can we capitalize from technological advancement, that we are not left behind? This is absolutely important issue. For instance, if we look at e-commerce, the most exemplar of digital transformation, currently the size of e-commerce is 6 trillion. 20 years back, 25 years back, it was only 30 billion. And after 20 years, by 2050, by 2035, it's expected to be 75 trillion size of e-commerce.
We have to start working on this area. We have also to invest in biotechnology for agriculture, for health. We have to invest in building sustainable supply chains in every industry, from cement to textile, in food chains. And an additional element we need to consider is issue of sustainability is an issue of national security. Let's look what Ukraine war brought. During Ukraine war, food security, Africa proved to be vulnerable to food security because wheat was coming from Russia and Ukraine. So the energy insecurity is absolutely important that we focus to build renewables energy, to invest in various forms of clean energies. We know that in fertilizer, Morocco is investing through OCP in green hydrogen, in green ammonia, which is absolutely important. So I would strongly recommend... Can you conclude just to let the... I would strongly recommend that we give importance to issue of sustainability and green transformation. Thank you very much. Thank you so much. On va laisser l'assistance poser quelques questions au panel. Quelqu'un aurait une question? Oui. Là. Deuxième rang. C'est ma chance. Hein. Bon, merci beaucoup. Mon nom est Moubaraglo. Donc, je suis du Sénégal. Bon, je salue tous ceux qui sont à la table. Je pense que je connais tout le monde pratiquement. Il a H.E.Mr. lakin ismi Mubarak. So, yumkin an akuna misriyan. En fait, c'est une session à laquelle j'aurais pu participer parce que moi-même, je travaille sur les questions d'émergence depuis une vingtaine d'années. D'ailleurs, je viens de publier aujourd'hui, c'est vraiment tout chaud, personne ne l'a encore, l'indice d'émergence que je publie chaque année. Et donc, l'Afrique progresse vers l'émergence. Bon, je vous donne en primeur les résultats. Le premier, c'est le Maroc. Le deuxième, c'est l'Égypte. Le troisième, c'est l'Afrique du Sud. Ensuite, l'île Maurice. Donc, ces 4 pays, pour nous, en tout cas d'après nous, notre approche de mesure de l'émergence, c'est des pays que nous appelons pays émergents. Donc, l'Afrique progresse et d'une année sur l'autre, on voit que ça évolue. Je ne vais pas m'attarder davantage. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Lassana Traoré, de nationalité mauritanienne. Je suis le président de la Confédération des élèves étudiants et stagiaires africains et étrangers ici au Maroc. Autrement dit, le président des étudiants internationaux africains. Donc, comme vous voyez, dans la salle, il y a plusieurs jeunes. Donc, nous avons bien sûr écouté de A à Z et vous avez parlé sur plusieurs problèmes, problèmes énergétiques, l'insécurité, donc la technologie, et ainsi de suite. Donc, vous avez parlé aussi de l'entrepreneuriat. Donc, ma question, je m'adresse directement à M. Bali. Donc, en tant qu'entrepreneur, j'ai eu l'occasion de vous voir l'année dernière. Cette année aussi, c'est une chance. Donc, la question est que, en tant que nous, la jeunesse, nous constatons que plusieurs jeunes quittent le continent pour aller à l'étranger. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour que la jeunesse reste dans le continent afin de contribuer au développement du continent? Merci beaucoup. Je vais prendre une autre question et ensuite les panélistes répondront. Jawad Kardoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales à Casablanca. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit M. Sall
je voudrais simplement lui faire remarquer que les choses ont changé. On n'est plus maintenant avec la situation qu'on a connue depuis la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de pays, notamment, veulent justement se soustraire à l'hégémonie occidentale. Et c'est pour cela que les BRICS ont été créés et que déjà des propositions ont été faites pour qu'il y ait au moins 2 Africains au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc je dis effectivement, nous avons vécu beaucoup de décennies sous l'hégémonie occidentale, mais les choses, heureusement, sont en train de changer. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente Béatrice Diouf du Sénégal, boursière d'État et géophysicienne. En fait, ma question s'adresse à vous tous. Concernant la réunion de l'Union africaine, nous, en tant que jeunes, quelle est notre place et comment on peut apporter à ce que l'Afrique puisse être unifiée à travers les jeunes? Parce que je vois que à travers, par exemple, cette confédération, à travers ces réunions-là, à travers ces panels-là, on a une forte présence de jeunesse. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que les autres continents puissent savoir que nous aussi, en tant que jeunes, on peut contribuer à l'émergence du continent africain. Donc, les autres continents, ils savent qu'on a un poids, ils savent qu'on est vraiment leur nœud pour qu'ils puissent se développer. Nous, en tant que jeunes, quelle est notre place? Et comment pouvez-vous nous aider, vous les investisseurs, pour que nous puissions avoir notre place? Merci beaucoup. Merci. Je vais laisser M. Bali répondre à la première question sur des conseils à la jeunesse pour rester en Afrique. Merci beaucoup, cher Traoré, chers tous. Heureux de vous revoir encore cette année. En fait, on pourrait même faire tout un panel pendant ce forum sur l'immigration de la jeunesse africaine vers d'autres continents. Tellement c'est un sujet complexe, on pourrait l'appeler mythe et réalité. La réalité, c'est qu'effectivement, les jeunes partent chercher un meilleur devenir économique sur d'autres continents, simplement parce que l'économie africaine ne crée pas assez d'emplois. On l'a dit, ça reste encore dans plusieurs pays, bon, certains pays, les 4 émergents viennent d'être cités, dont le Maroc, mais dans plusieurs pays, nous avons encore une économie de type colonial. C'est-à-dire, on extrait des matières premières, on les exporte brutes. Ça veut dire qu'on exporte nos emplois, on exporte notre valeur ajoutée. On ne crée pas de la valeur. C'est en créant de la valeur qu'on donne de l'emploi aux jeunes. Donc, tant que nous n'aurons pas réussi cette transformation structurelle de nos économies, certains pays l'ont commencé, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria, même si c'est compliqué, mais quand même, ils arrivent à produire. Tant qu'on n'est pas passé de cette économie de type colonial à une économie transformative, il n'y aura pas suffisamment de création d'emplois. Et effectivement, et comme par ailleurs la démographie est vigoureuse, donc dans 25 ans, la population africaine va doubler. Et dans mon pays, le Mali, l'âge médian, c'est 19 ans. On ne crée pas assez d'emplois, donc les jeunes vont chercher un meilleur devenir économique en Europe, en Amérique. Et ça, à mon avis, d'ailleurs, s'il y a des officiels européens qui sont dans la salle, comme on dit, on n'arrête pas la mer avec des sacs de sable. Hein. Quels que soient les programmes que vous allez mettre, les jeunes, ils pensent qu'ils auront un meilleur devenir en Europe ou ailleurs, ils vont y aller. Maintenant, ça, c'est la réalité. Mais le mythe, c'est quoi? Le mythe, c'est que souvent aussi, immigrer est devenu une tradition. Quand un jeune, la famille d'un jeune se réunit et arrive à mobiliser parfois 10 000 euros qu'on donne à un passeur pour que l'enfant parte en Espagne, en Italie
ou en Amérique du Nord. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans nos pays avec 10 000 euros? On peut investir 10 000 euros, notamment dans l'agribusiness, et gagner très, très bien sa vie. Donc, je pense aussi qu'il y a des mythes par rapport à l'immigration. Il me semble que les jeunes aussi doivent reconsidérer cela. Certes, les conditions économiques ne sont pas très favorables dans beaucoup de pays africains où on ne crée pas suffisamment d'emplois, mais l'immigration aussi est devenue un mythe. Hein. L'herbe n'est pas aussi verte qu'elle le paraît pour les jeunes. Donc, il faut rester dans nos pays. Quand vos familles peuvent mobiliser 10 000 euros, qui vous donnent ces 10 000 euros, prenez un lopin de terre, faites de l'élevage, de l'agriculture, ou bien lancez-vous dans la tech et tout cela. Et je suis sûr qu'avec ça, on peut retenir beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, c'est un appel que je lance aux organisateurs du MEDays. Il faut faire un panel sur l'immigration de la jeunesse africaine. Vous avez raison et je vais juste réagir, même si je suis que modératrice. Mais il y a un mythe, l'herbe n'est pas verte en Europe. Et il y a aussi un nouveau phénomène, c'est que les diasporas africaines commencent à rentrer en Afrique parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. Est-ce que les panélistes veulent réagir aux questions? Une réaction rapide par rapport à Moubarak, M. Moubaraglou, que je salue. Encore une fois, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'Afrique avance parce qu'il y a des pays émergents. Il y a quelques pays émergents. Les 4 que vous avez cités, comme par hasard, sont aussi les 4 premiers en termes d'accueil de touristes. C'est le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud. C'est les 3 pays qui sont en tête de liste pour le nombre de touristes qu'ils reçoivent. J'espère donc que les statistiques ne sont pas biaisées par ces aspects-là. Parce que ça ne profite pas nécessairement, l'émergence dans ces cas-là ne profite pas nécessairement aux groupes les plus défavorisés. Et je crois qu'on ne peut pas se contenter de parler d'émergence sans se poser la question du contenu et de la qualité de l'émergence. Nous avons travaillé là-dessus en 2015, en 2017, en 2019. Nous avons organisé des conférences sur l'émergence en Afrique et je crois que c'est des préoccupations qui étaient déjà présentes à cette époque-là et je crois qu'il faut les intégrer dans les réflexions sur l'émergence pour les enrichir. Quant à la question de savoir effectivement que le monde a changé et il faut en tenir compte, bien évidemment que le monde a changé, mais il n'a pas changé avec les BRICS, il a changé bien avant. N'oublions pas que dès 1955, le groupe des non-alignés est né. Bandung est né en 1955 et refusait de s'aligner sur les 2 blocs qui s'affrontaient à l'époque. Et je crois qu'il y avait là un élément intéressant. Les BRICS constituent effectivement un germe de changement qui est né à une époque où le monde était devenu d'abord était bipolaire d'abord, après il est devenu unipolaire. Aujourd'hui, on ne sait plus où se trouvent les pôles. Il est apolaire. Et c'est dans ce contexte que naissent les BRICS. Et mais la question, je crois qu'il faut se poser, c'est moins celle de savoir s'il y a des germes de changement ou pas, parce que des germes de changement, il y en a et il y en aura toujours, mais de savoir d'où viennent les germes de changement et qu'est-ce qu'ils signifient. Et moi, si j'ai une recommandation à faire aujourd'hui par rapport aux États, je dirais que la principale faiblesse des visions qui émanent de ces États, c'est que dans leur processus de formulation, ils ne consultent pas assez les différentes catégories sociales. L'État pense pouvoir avoir le monopole de la réflexion sur l'avenir et le monopole de la réflexion stratégique. Il n'y a pas d'erreur plus grossière que celle-là. Nul n'a le monopole de la vérité et à mon avis, une vision qui n'est pas formulée de façon participative a peu de chances de survivre aux évolutions politiques. Or, les évolutions politiques sont rapides et les hommes politiques tendent à réfléchir à leur avenir, en fait, dans des horizons très courts. Le long terme pour un homme politique, ce n'est pas la prochaine génération, comme ça devrait l'être. Le long terme pour un homme politique, c'est les prochaines élections. Ils sont donc obsédés, en quelque sorte,
par les préoccupations immédiates et face à la dictature des urgences. Ils traitent les dossiers dans l'ordre que dictent les urgences et non nécessairement dans l'ordre que devrait dicter leur importance stratégique. Voilà pourquoi les visions ne survivent que rarement aux hommes ou aux femmes qui les ont produites. Il faut donc changer la façon d'appréhender l'avenir et encore plus la façon de préparer l'avenir. Merci beaucoup. Je vais laisser chaque panéliste dire un mot de fin parce qu'on est arrivé à terme avec une ou deux propositions, mais vraiment short time, please. Ok. Je trouve que je vais reprendre à la question de la mademoiselle en français parce que je crois que être jeune, c'est surtout avoir le droit de rêver, de considérer l'espoir de notre voisin et surtout faire des plans. Et si le rôle de faire des plans, on trouve que c'est le rôle d'un gouvernement, c'est trouver une manière d'être plus inclusif dans le sens de créer des politiques qui sont ajustées au rôle majoritaire que la jeunesse occupe dans notre société. Et si on fait ça, on va donner beaucoup plus d'opportunités aux jeunes de participer, d'amener des solutions, effectivement de donner une contribution valide sur le développement de notre continent. Merci. Thank you, Madam Chair, and thanks to the excellent questions. Actually, we needed a whole panel on each of the questions raised, on questions not raised. Just to summarize really what I was and what I said and colleagues in the panel have said is that we need to plan our development. For too long, especially I see young people here. I was a professor of economics. We read textbooks that tell us Africa cannot manufacture because we do not have the skills. African countries cannot trade amongst themselves because we produce similar commodities. That is all rubbish. So the textbook we studied in Europe long time ago no longer relevant. So we have to create our own narrative. And with our new narrative, we should have the vision to develop our continent. We also Africans talk a lot about external finance as if we cannot finance our development. There are a lot of opportunities to finance our development. We just need to create the institutions and instruments to mobilize public finance, private finance, yes. Still, external finance is welcome, but external finance right now represents less than 35% or 30%. 65% of finances used by African countries are mobilized by governments. So this is a fact. And in this context, I think we need to create the development finance institutions that can support the youth ideas. Today, can you conclude, please? Okay. Today we learn more from our children than our children learn from us because of technology. For this to materialize in terms of development, in terms of economic activity, we need to provide them with the finances needed, and we can do that. Thank you. Thank you so much. Mr. Ahmed Sayed, just a few words, please, to conclude. طبعا يعني نصيحة للشباب واحنا بنتكلم النهارده على الشباب الافريقي فيما يتعلق بالتصور هو ان التفكير خارج الصندوق والتفكير في ريادة الاعمال والمشروعات المبتكرة قد تكون هي القوة القادمة للقارة الافريقية. أن تكون القارة الأفريقية رائدة في ريادة الأعمال بشكل كبير، أن تبدأ مشروعات من شباب يكونوا رواد. أعتقد أن عندنا تجارب في دول أفريقية كبيرة تنافس دول أوروبية وأمريكا في أفكار الشباب وقدرة الشباب على الابتكار. أعتقد أن هذه هي المرحلة الأهم، أن يكون للشباب الأفريقي قدرة على قيادة أفريقيا وقيادة العالم فيما يتعلق بريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة. شكرا. شكرا. Mr. Bali, please. Oui.
Moi, quelques conclusions rapides, main takeaways. À défaut d'être dans sa globalité émergente, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que les Africains ont pris en main leur destinée et contrôlent de plus en plus l'économie de leur continent. Et en tant qu'investisseur, j'en suis un exemple. Ensuite, il faudrait qu'on mette l'économie au centre de nos préoccupations. Et j'en appelle aux dirigeants de l'Afrique, l'Union africaine et tous les politiques pour qu'on comprenne que c'est avec l'économie qu'on va arrêter les jeunes de vouloir partir en Europe et en Amérique. Ensuite, il faut intégrer l'Afrique. 54 pays, ce n'est pas viable. Il faut qu'on soit un continent, qu'on ait une économie, un marché commun, qu'on puisse fabriquer au Mali, exporter en Afrique du Sud sans aucune entrave. Et finalement, il faut que cette formidable jeunesse qui vient, je le répète, 1,5 milliard aujourd'hui, 2,5 milliards dans 25 ans, 70% est jeune, il faut leur donner les bonnes formations, notamment les skills, science, technology, mathematics. Et je félicite l'initiative du roi ici qui a créé l'université polytechnique. Il faut que nos jeunes s'intéressent aux skills et notamment aux technical skills. C'est avec ça qu'ils peuvent s'insérer beaucoup plus facilement sur le marché du travail. Merci. Et dernier mot, few words, please, just few words. His Excellency Akabe Akobai, please. Thank you. Thank you. Very brief point. I comment the remark mentioned by Professor on international relations. I just want to highlight the Global South issue is absolutely important with the future of this continent. First, the 54 countries in this continent, we are just part of the Global South, not just BRICS, ASEAN, BRICS. All these 150 countries in the Global South generate over two-thirds of the global economy. So one of the key drivers in the global transformation now and the coming decades is going to be the Global South, and we need to study and show interest in the importance of fighting the Global South. Thank you. Thank you so much. Écoutez, merci beaucoup pour ces excellentes interventions. It was short and long in the same time. Je suis désolée, on n'a pas pu prendre plus de questions. Je voudrais juste résumer en quelques points le besoin de développement d'infrastructures, de l'éducation, inclure les populations dans le développement des pays, notamment les femmes, parce qu'on n'en a pas parlé. Et la prochaine fois, j'espère qu'il y aura des femmes dans les panels, plus de femmes. Et aussi imposer et prendre sa place dans les organisations internationales. Merci beaucoup.